Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ces programmes. Il y a longtemps, alors très longtemps, un grand sage disait « Il y a un temps pour tout, un temps pour marcher et un temps pour s'arrêter ». J'ai cité l'Ecclésiaste, donc le roi Salomon. Il disait il y a déjà plus de 6000 ans qu'il y a un temps pour faire ce que l'on fait, mais un temps aussi pour subir ce que l'on a fait. Nous avons choisi aussi aujourd'hui un temps pour évaluer. Parce qu'il y a eu un temps d'action, maintenant nous avons le droit d'évaluer. Nous allons évaluer quoi? Nous allons évaluer un phénomène. Depuis quelques années dans notre société, nous entendons, nous assistons à un phénomène qui a un nom aujourd'hui, qui s'appelle Guy Luando. C'est grave qu'un homme soit un phénomène, mais un phénomène parce que tout le monde en parle, mais on n'a pas encore précisé exactement de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Aujourd'hui, nous allons évaluer l'action de cet homme, Guy Luando, qui est sénateur et qui est aujourd'hui notre invité. Je vous salue donc, monsieur le sénateur. Je vous salue, monsieur. Vous avez accepté ce temps d'arrêt parce que, après avoir agi pendant un certain temps dans notre société, après avoir mis des marques à gauche, à droite, nous avons l'obligation en tant qu'historien du présent de lier tous ces points, de créer du sens et de créer de l'orientation pour notre peuple. Nous voulons savoir si ce qui arrive à notre peuple, qu'on appelle phénomène Luando, est une bonne ou une mauvaise chose. Vous avez donc accepté, nous ne pouvons que vous remercier. Nous allons donc passer cette émission pendant quelques minutes avec des confrères qui vont venir pour vous interroger parce qu'ils ont été des pisteurs de la société. Ils sont allés à la rencontre de la cité, à la rencontre des phénomènes. Ils vous ont, donc, vous n'avez pas besoin aujourd'hui de dire ce que vous avez fait. Nous le savons, ce que vous avez fait, mais nous voulons en comprendre le sens et surtout la portée. Mais avant toute chose, qui êtes-vous? De ce que moi je sais, vous êtes sénateur aujourd'hui dans notre Parlement, parmi les plus jeunes sénateurs, mais vous êtes aussi un grand avocat, un avocat dont le cabinet aujourd'hui est compté parmi les plus cotés. Mais vous êtes aussi le président fondateur, il faut encore dire le mot, d'une grande fondation qu'on appelle WIDAL. Aujourd'hui, sur ces trois piliers, vous agissez dans notre société. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous avez pu vous engager? Alors que chacun de nous, quand il a un peu de moyens, la première des choses, c'est de s'abriter loin des regards. Vous avez accepté de partager votre expérience, d'aller vers vos compatriotes. Ma première question est celle-ci. Qu'est-ce qui, finalement, vous motive? Pourquoi un engagement social? Pourquoi un engagement politique? Pourquoi un engagement dans la communauté? Dans un pays qui est coté parmi les plus pauvres de la planète, vous décidez de vous engager. Pourquoi? Merci pour la question. C'est un engagement qui découle d'un constat. Un constat de ce qui est de la société congolaise aujourd'hui, la misère, les niveaux de la pauvreté. Alors il fallait faire un choix. Vivre dans son propre confort avec sa famille restreinte ou partager ce que vous avez en termes de vision avec les autres. Moi, j'ai choisi de partager avec les autres. Après avoir fait ce que je pouvais pour ma petite famille, et j'ai levé l'option d'être maintenant au service des autres. Et donc, c'est la misère, la pauvreté qui gangrène notre société, qui m'a motivé pour m'engager en politique. Ceci est à votre honneur, mais moi, j'ai fouillé un peu votre histoire aussi, un tout petit peu. Je sais qu'il y a une figure qui vous a inspiré. Je sais que vous pensez ainsi faire honneur à votre père. L'histoire de votre père a traversé la vôtre de manière incitative. Parlez-nous un tout petit peu, très rapidement d'ailleurs, de son impact dans votre décision. C'est un enseignant qui a passé toute sa vie à éduquer. Quand on dit l'éducation, c'est l'avenir d'un pays. Et il m'a beaucoup inspiré. Paix à son âme, c'est mon leitmotiv. Je me vois dans l'obligatoriété de défendre son image et je suis dans cette perspective-là de Papa Pierre-Mboyo Luando. Il m'a beaucoup inspiré parce que je le voyais. Chez nous, à la maison, on ne mangeait jamais seul. Sur la table, il y avait des multitudes de personnes. Il aimait bien manger avec les autres. Il aimait bien partager sa vie avec les autres. Et donc, c'est vrai, vous avez bien fait vos recherches. Mon père, c'est parmi les personnes qui me motivent à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Nous allons donc appeler la première personne qui va venir discuter avec vous, tout en précisant à nos téléspectateurs que ce programme
va s'articuler effectivement autour de la Fondation Ouidal, mais autour aussi de la carrière prometteuse du sénateur en tant qu'élu de la nation, mais aussi et surtout aussi en tant qu'avocat, parce que c'est vrai que les avocats ne font pas de la publicité, mais le domaine que vous avez touché des mandataires en mine est un domaine important. Alors je voudrais appeler Madame Élisée Odia. Élisée Odia, je vous en prie. Vous prenez votre micro, Élisée. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Élisée Odia est de Congo Web, Télévision. Alors, vous avez quelques questions à poser au sénateur. Déjà, bonjour sénateur. C'est pas la première fois, on a eu à faire plusieurs interviews. Mais aujourd'hui, ça fait un peu plus de quelques mois maintenant qu'aujourd'hui, votre nom, votre fondation est associée non seulement à vos actions, mais également à une polémique. Alors, parlez-nous alors de la signification de votre logo. Ça veut dire quoi, ce logo-là? Ça signifie quoi pour Ouidal Fondation? Alors, réellement, en 2018, j'avais organisé un tournoi en mémoire de mon fait papa. Et je voulais quelque chose qui rassemblait le monde entier, toutes les nations. Donc, l'idée essentielle, si vous voulez que je vous parle de la charte graphique, c'est ça les mots techniques des logos. Chaque mot dans un logo a une signification, que ce soit au niveau des lettres, que ce soit au niveau de la forme de l'image qu'on représente. Donc, j'en suis le fondement. Même pour aller à déterminer le mot Ouidal, c'est toute une inspiration. Ouidal, c'est l'ensemble des mots de mes enfants. Donc, il n'y a que moi qui connais bien ce qu'il y a autour de la Fondation Ouidal. C'est moi qui ai baptisé la Fondation Ouidal. J'aurais pu mettre Fondation Guy Luando Mboyo. Je n'ai pas voulu me mettre en avant parce que c'était une vision nationale, planétaire autour de la question. Et je voulais un logo qui est représentatif de ma vision. De parler déjà de l'origine du logo, mais on va parler de l'origine financière. La question est toujours revenue à chaque reprise. Avant de commencer cette émission, un grand frère nous disait ceux qui sont générés deviennent suspects. J'aurais bien voulu, quand j'ai galéré à l'INIKIN, que les mêmes personnes soient là. Quand j'allais aller à l'université en Babouche, j'aurais bien voulu avoir les mêmes personnes au fond de moi. Il faut être honnête par rapport à son histoire. Quand je faisais les pieds de la ville jusqu'à l'INIKIN, j'aurais bien voulu voir tout ce monde-là. Malheureusement, ils n'ont pas été là. Non, je ne veux pas me justifier pour dire d'où vient l'argent. C'est pas ça le but. Le but, c'est que, est-ce que la population de la Tchouapa est contente d'avoir ces bâtiments ou pas? Oui, ils sont contents. Pour moi, le but est atteint, le reste, c'est derrière moi. Je ne me substitue pas à l'État congolais. Moi, je fais ma part. Vous savez, j'annonce toujours la fameuse théorie du colibri. Je ne sais pas si vous en savez certainement. Vous êtes une journaliste assez respectueuse. La légende dit qu'il y avait du feu dans la forêt. Tous les animaux ont disparu. Et le colibri a dit, écoute, je ne veux pas assister à ces scénarios où le feu est tenté de dévaster la forêt. Il est allé puiser sa petite goutte d'eau. Et quand il revient avec la petite goutte d'eau, un des animaux de la forêt dit, mais arrêtez ça, colibri, vous exagérez ça. Vous pensez qu'avec cette goutte d'eau, vous pouvez atteindre le gros feu qu'il y a dans cette forêt. Ce que le colibri a dit, moi, j'ai fait ma part. Donc, ce que nous essayons de faire, Luando Mboyo Guy fait sa part. Que chacun fasse sa part pour le développement du Congo. Sauf que là, il n'y a pas qu'une goutte d'eau que vous ramenez, c'est carrément un seau d'eau, un bassin que vous avez ramené. Ça fait des années, là je reviens sur l'Assemblée provinciale de la Tchouapa, quelque chose qui ne s'est jamais fait depuis l'époque de la Deuxième République. Il y a le stade qui est en construction, sans compter tout ce que vous faites là. Il y a de quoi se dire, on ne peut pas comprendre. Mais vous savez, le Congo, il y a le Sénaref, il y a toutes les structures étatiques qui enquêtent. Nous, on se reproche de rien. Nos comptes sont publics. On repart de l'Assemblée provinciale de la Tchouapa. Certaines disent, certaines langues affirment que ça n'a pas été fait avec votre argent. Donc 1 million, c'est faux. Vous avez plutôt bénéficié d'un marché. Vous êtes journaliste, il faut aller voir le VPM. Mais on vous avoue, vous pouvez expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me justifierai jamais. Je ne vais pas me lancer dans... C'est juste expliquer, pas se justifier. Comment ça s'est passé? Je l'ai dit dans un cadre officiel de l'inauguration que ce bâtiment a été construit sur fonds propres de la Fondation. Maintenant, si quelqu'un estime qu'il y a des fonds qui sont sortis du trésor public, madame, vous êtes journaliste d'investigation, allez interviewer le VPM infrastructure, allez interviewer le VPM budget, allez interviewer le ministre des Finances, Célé, qui vous dit si dans le budget d'investissement pour l'année 2020, s'il y aurait eu des fonds qui sont sortis pour construire les bâtiments. En ce que je sache, c'est faux et archi faux. C'est de mauvaise langue, il ne faut pas nous décourager. Nous allons remercier notre consoeur qui a eu sa part dans ce combat de
La communication, vous devez vous rendre compte, messieurs les sénateurs, que il n'est pas facile de faire le bien. Hein. Le bien, c'est une épreuve difficile, parce que le bien est confronté aux préjugés. Et Dieu merci, Élisée Odia a ramassé l'ensemble des préjugés sur l'action que vous avez menée à la Chuapa. Pour nos téléspectateurs, évidemment, la Fondation Ouidal a réhabilité, si pas construire, les bâtiments qui abritent aujourd'hui l'Assemblée provinciale de cette province, qui n'en avait vraiment pas. C'est pour ça que ça irrite, parce que dans un pays, ça irrite qui? Ceux qui devaient le faire, qui ne l'ont pas fait. Ça irrite qui? Les 60 ans d'indépendance pour une province qui aurait pu en bénéficier. Alors nous allons continuer ce voyage autour de vous, ce voyage autour de l'action que vous menez, mais je pose une question et j'appelle déjà Mimi Ngumba de venir prendre place. Je reviens un peu à votre fonction de sénateur. Vous êtes sénateur aujourd'hui dans un Sénat, quand même, où la plupart des membres sont déjà très avancés en âge. Vous êtes comme relativement jeune, ce n'est pas ici pour en parler. On est plus jeune quand on fait les choses que vous faites vous. Hein. Vous avez dépassé déjà ces cadres-là. Mais je pose comme la question, pourquoi le Sénat? Pourquoi vous avez choisi d'aller au Sénat? Je crois avoir répondu à cette question dans certaines émissions. C'est parce que lorsque je levais l'option de faire la politique, la seule échéance électorale qui était en face de moi, c'était les sénatoriales. Et donc, c'était les seules échéances qui étaient en face de moi et je me suis lancé. Mais je ne le regrette pas. Parce donc, vous aviez pris l'inspiration un peu en retard? Je ne sais pas, mais je pense que c'était le bon moment. Et le début de ma carrière politique a commencé au Sénat. Vous savez, le Sénat, si vous le savez très bien, il y a des anciens premiers ministres, il y a des anciens généraux. Vous êtes entouré de la crème de crème. La crème de crème, où c'est mieux d'apprendre. J'ai appris beaucoup en 2 ans en étant au Sénat. Je ne dis pas que je regrette de n'avoir pas été à l'Assemblée nationale, mais c'était quand même un bon début. Alors, je salue Mimi Ngumba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de dépêche.cd. Vous avez donc la parole pour quelques minutes avec le sénateur. Merci. Bonsoir, monsieur le sénateur. Je voudrais commencer par les activités de Ouidal. En 2 ans, Ouidal compte plusieurs actions de grande envergure: construction de l'Assemblée provinciale, construction d'une école de formation professionnelle, de stade et plein d'autres. Qu'est-ce qui est caché derrière toutes ces actions? Est-ce que vous préparez un lit politique pour 2023? Non, même pas, vous savez. Le mal du Congo, il est tellement profond qu'il ne faut pas attendre 2023 pour agir. Moi, je ne fais pas de choses par rapport à une ambition politique quelconque. Vous savez, pour qu'on vous élise dans des fonctions publiques, vous devez le mériter par votre compétence. Pas parce que vous avez construit une école. C'est parce que vous le méritez. C'est ça ma vision. C'est pas parce que vous avez offert aux gens des t-shirts qu'on doit vous élire. C'est pas parce que vous avez fait des ponts, même si c'est pas votre travail. C'est pas ça. Je fais ce que mon cœur me demande de faire et je pense que la population est contente de ça. Moi, tant que la population est contente, ça me suffit. Et moi, à travers la Fondation Ouidal, j'ai pensé m'occuper de la population. Et je vous prie, vous, comme journaliste, d'aller demander à la population, est-ce qu'elle est contente de ce que nous faisons pas? Si elle est contente, je suis l'homme le plus joyeux. Le reste, c'est derrière moi, je m'occupe pas de ça. Mais pendant le parcours, vous pourriez toujours changer d'avis, hein? Alors, je suis sénateur déjà. Hein, vous savez, je ne cherche pas un mandat. Je suis sénateur. C'est quand même un titre assez élevé sur le plan politique. Nous avons rencontré quelques Congolais, du moins des Quinois, qui se plaignent du fait que les actions de Ouidal ciblent principalement vos frères du Grand Équateur. Pourquoi? Est-ce ça cadre avec la vision même de Ouidal? Alors, les centres de formation à Kimbondo, je ne sais pas si c'est à l'Équateur. Le puits d'eau à Maluku, je ne sais pas si c'est à l'Équateur. À Bikoukou, à Badara, plein d'autres choses. Sur plus de 200 personnes qui sont bénéficiaires aujourd'hui du microcrédit de Ouidal. Je ne sais pas si vous avez demandé si c'est des gens de l'Équateur. Mon chauffeur lui-même, il n'est même pas de l'Équateur. Celui qui s'occupe de Ouidal à Kinshasa, il est de Sankuru, mon directeur provincial de Ouidal. Mon garde du corps, il est du Kasaï, il n'est même pas du Grand Équateur. Non, c'est juste des tracteurs qui disent des choses qui ne sont pas correctes. Nous essayons de toucher le maximum. Et la ville-province de Kinshasa qui est cosmopolite, je ne pense pas qu'il y a que le Grand Équateur. C'est faux et archi faux. Mais vous avez quand même des électeurs dans la Chuapa. C'est quand même chez vous là-bas. Vous n'allez pas dire que vous avez une différente sensibilité
par rapport aux autres. Là, vous avez une certaine obligation, non? Vous Je- avez quand même un regard un peu plus précis à la Tchapa, quand même. Vous savez, mon travail comme sénateur ne se limite pas à faire des actions au profit de la population. Ça, c'est le rôle de l'exécutif. Comme sénateur, ce que la population de la Tchapa qui m'a choisi comme sénateur attend de moi, c'est mon action parlementaire. Vous savez, nous allons peut-être y revenir. J'ai eu toute une initiative législative en ce moment en pipe. J'ai initié une proposition de loi sur la recherche scientifique. J'ai été avec mes collègues parlementaires voir le Premier ministre. J'essaie de faire des enquêtes parlementaires pour convier les membres de l'exécutif au sein du Sénat pour leur parler de ce qui se passe à la Tchapa, nos problèmes. Ça, c'est le travail que la population attend de moi. Ils n'attendent pas de moi de construire des écoles ou faire. Ce que je fais dans le cadre de la Fondation, il ne faut pas confondre ça dans mon action comme sénateur. Comme sénateur, c'est mon rôle de parlementaire pour contrôler l'exécutif. Ouidal, c'est l'expression de l'amour de quelqu'un pour son peuple qui n'a rien à voir avec mon action politique comme sénateur. Justement, comme sénateur, sur quel sujet vous êtes réellement préoccupé? Quelles sont vos grandes réflexions? Vous savez, c'est une très bonne question. C'est pas un Congo de trop de théories. Le Congo d'aujourd'hui, c'est un Congo d'action. Ça veut dire, vous allez à Kisenso, vous posez la question à la population de Kisenso, qu'est-ce qu'il y a ici comme problème? On va vous dire, il y a des moustiques, il y a des caniveaux, il faut agir. Le Congo d'aujourd'hui, c'est un Congo d'action, pas un Congo de théorie. Et donc, mon action politique se concentre sur l'action. Voilà. Je ne vais pas rester dans des théories, des sciences politiques, des droits constitutionnels, des juridismes constitutionnels. Non. Moi, ma priorité, c'est agir pour le Congo parce que la situation est quand même catastrophique. Agir pour le Congo, est-ce que la configuration actuelle du Sénat vous met à l'aise? La composition du bureau et même des membres qui le composent? C'est un grand temple de la démocratie. C'est l'endroit où... vous savez, quand vous êtes au Sénat, vous savez même pas qu'il y a la majorité, il y a l'opposition. Les gens sont à l'aise. Un grand temple de la démocratie au Sénat. Nous prenons évidemment la dernière question. Je reviens sur la loi sur la recherche scientifique. C'est vrai que notre pays est déconnecté, les scientifiques font des recherches, les savants sont dans leur monde fermé, la société ne vit pas connectée au savoir. Quel est finalement l'objectif de cette loi? Parlez-nous un peu de cette loi-là. Si vous la proposez, vous voudrez quoi exactement? Alors, ce que je voudrais, c'est que je suis parti d'un constat de la Covid. Vous savez, il y a eu ici X, des spécialistes qui sont sortis un peu à gauche, à droite, et ils ne sont pas accompagnés. Tous les scientifiques ne sont pas, il n'y a pas un budget national affecté à la recherche scientifique. Vous savez, la recherche, ça nous permet de préparer l'avenir, de faire face à des éventualités. Alors, j'ai estimé, il faut qu'il y ait un organe qui accompagne, vous savez, toute la recherche dans tous les secteurs des numériques. Vous savez, il y a des incubateurs, des gens qui créent des applications. Vous savez, la grande polémique aujourd'hui qui a eu lieu dans le cadre de la Covid, ou non, voilà, le vrai médicament pour traiter la Covid. Mais c'était un peu dans tous les sens. J'estime qu'il faut qu'il y ait une loi où l'État s'engage sur cette voie pour affecter les ressources nécessaires pour la recherche scientifique dans tous les secteurs de la vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit projeter dans 5 ans en termes démographiques. Le Congo, on ne sera pas comme on est aujourd'hui. Lorsqu'on sera à 100 millions, que deviendra sur le plan urbanistique? Il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent. La ville de Kinshasa dans 10 ans, 20 ans. La recherche scientifique, tous les chercheurs qui font des recherches à gauche, à droite, il faut qu'ils soient encadrés et que l'État les accompagne. La recherche, tout le monde dans le monde entier ne vit que de ça. Et donc, j'avais proposé 2 lois, mais celle qui a été retenue, et celle sur la recherche, parce que j'avais aussi proposé sur la protection des consommateurs. Pour la recherche, je voudrais bien qu'il y ait une attention assez particulière en termes de mise à disposition des fonds nécessaires pour que la recherche, qui est le miroir du pays, soit prise en compte. Et ça a été retenu, ça sera soumis à la prochaine plénière au niveau du Sénat. Nous prenons la dernière question de Mimi, si elle est là. Et puisque vous évoquez la Covid, les autorités gouvernementales alertent déjà sur une deuxième vague avec la montée de cas. Que dit Ouidal? Que fera Ouidal? Nous avons fait beaucoup quand même. Nous, comme Ouidal, ce qu'on a fait, on a été à la rescousse de l'équipe de riposte. Nous avons offert des ambulances, 2. Nous avons offert des masques. Nous avons mis en place des dispositifs de protection, que ce soit ici, que ce soit en Bandaka, que ce soit à Bassankoussou, que ce soit à Bouende. Nous avons fait expédier, affréter tout un avion qui est parti avec des médicaments de prise en charge de malades contre la Covid. Moi-même, j'ai fait toute une campagne de sensibilisation. J'ai fait toute une vidéo pour dire aux gens ceci, que le corona ne passera pas par moi. Expliquer aux gens, parce qu'à un moment, les gens ne croyaient même pas que la Covid existait. J'ai dit, attention, cette maladie existe, elle tue.
Et moi-même, personnellement, j'ai perdu mes proches, des grands frères dans la confrérie d'avocats qui sont partis. Nous avons perdu beaucoup de personnes avec cette pandémie. Et donc, WIDAL a été aux côtés du gouvernement pour sensibiliser à travers des masques qu'on a distribués, ainsi de suite. Moi-même, j'étais vraiment à l'avant-garde. J'ai fait des puits d'eau, parce qu'on a dit qu'il faut laver les mains, mais il n'y a pas d'eau. Et donc, nous avons fait des forages à Lemba, à Maluku, un peu partout. Il y a dans la ville, on a plus d'une dizaine de puits d'eau. Et donc, on a fait, encore une fois, avec la théorie des colibris, c'est que nous, on peut faire. Et chacun doit faire sa part. Merci, Mimi Ngumba. Merci beaucoup. Nous continuons avec vous, monsieur le sénateur. Évidemment, dans votre casquette, vous avez une casquette relativement, dont on ne parle pas beaucoup, hein. Vous êtes avocat, certes, mais vous êtes aussi mandataire en mine. Nous sommes un pays dont l'économie est construite sur l'exportation des ressources naturelles. Et dans ce secteur, je sais que vous avez une certaine réflexion. Aujourd'hui, nous nous rendons bien compte que malgré la révision du code minier, malgré l'arrivée des multinationales, le pays ne semble pas décoller sur base de ces mines et de ces ressources naturelles. C'est vous, en tant que mandataire en mine, qui aidez finalement les opérateurs à accéder à des droits miniers. En tant que sénateur d'abord, et puis en tant que mandataire en mine, quelle est votre approche de la question des ressources naturelles? Le Congo, son avenir ne se résume pas aux ressources naturelles. Il faut penser au-delà de ça. Au-delà du sous-sol, il faut penser au sol. Moi, je crois au sol congolais. Plutôt qu'au sous-sol. Oui, parce que les sous-sols renferment des ressources qui sont épuisables. Ça finira un jour. Le scandale géologique, un jour, ça n'existera pas. Moi, je crois plutôt au sol qu'au sous-sol. Évidemment, la loi de 2018, qui a été, vous savez, oui, qui a révisé la loi, les codes miniers de 2002. La loi n'a jamais été parfaite. Le problème, c'est au niveau de l'applicabilité. Je suis mandataire en mine, certes, mais je crois plus au sol qu'au sous-sol congolais, parce que l'avenir du Congo, c'est au niveau du sol et non pas dans son sous-sol. Alors, dans le cadre, et je salue déjà Eric Tchoukouma qui vient de nous rejoindre. Eric Tchoukouma, directeur général de Zumeco, va prendre la parole dans quelques secondes, le temps que j'ai fini un peu l'idée que j'avais en tête. Dans le cadre alors de la vengeance du sol sur le sous-sol, qu'est-ce que vous avez déjà, à titre personnel, déjà fait? Vous savez, nous avons 80 millions de terres arables dans notre pays. Et personnellement, je suis propriétaire à ce jour de près de 900 hectares. Qui ont, oui. Quand je suis parti inaugurer le bâtiment de l'Assemblée, j'ai ramené les gens qui m'accompagnaient dans ma ferme à Boende, là où il y a près de 500 hectares, pour voir ce que j'essaie de faire. Il y a le bateau WIDAL, MB WIDAL, qui va naviguer très bientôt pour aller prendre la production agricole, que je fais déjà de maïs, du piment, de feuilles de manioc, pour ramener ça à Kinshasa. Donc ça, c'est ce que j'essaie de faire. Toujours comme un colibri. Comme un colibri. Alors, bonjour Eric Tchoukouma. Bonjour Willy. Vous avez un micro déjà avec vous? Oui. Ok, je vous en prie. Alors, vous avez maintenant la parole pour poser des questions à notre invité. Et quelques minutes, c'est parce que cette émission, aussi belle qu'elle soit, mais relativement courte. Merci beaucoup. Sénateur Guy Luando, récemment, vous avez été intronisé grand léopard de la province de la Chuapa. J'espère que je le prononce bien. Et jusqu'à preuve du contraire, on dit de vous que vous voulez contrôler à tout prix le leadership de l'Équateur, du Grand Équateur. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas dans mes prétentions. Vous savez, le leadership, j'ai animé déjà des conférences là-dessus. Ça se décrète pas, ça s'achète pas, ça s'improvise pas. C'est quelque chose qui est naturel. Si aujourd'hui, le Grand Équateur reconnaît en Guy Luando une vision éclairée de ce que je pense de mon espace, parce que j'estime que l'Équateur ne mérite pas ce qu'il est aujourd'hui. Vous savez, vous ne connaissez peut-être pas les Grands Équateurs, les niveaux de la souffrance qu'il y a dans les Grands Équateurs. La misère, les écoles n'existaient presque pas, il n'y a pas d'hôpitaux. Non, l'Équateur mérite mieux. Et moi, j'essaye de faire ce que je peux faire. En solo, vous n'associez pas les autres. Mais non, pourquoi non, ne pas sensibiliser les autres pour aller ensemble dans une dynamique? C'est ce que je fais, cher Eric. Je le fais. Je suis en très bon terme avec tous mes aînés du Grand Équateur.
que vous connaissez certainement, pour qu'on réfléchisse, parce que j'estime que faire de la politique, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pour la population. Je les sensibilise et ils partagent tous la même vision que moi. Et donc, je ne prétends pas être un grand leader du Grand Équateur. Ce n'est même pas dans mes idées. S'il faut demander à la population, moi, je fais toujours ma part. Mais Voilà. cette population-là veut savoir jusqu'où irez-vous. Là où Dieu m'amènera. Là où mon destin va m'amener. Je retiens quelques mots que vous avez prononcés depuis les débuts de cette émission. La misère, le mal profond de la République démocratique du Congo, et puis l'expression de l'amour que vous avez envers vos compatriotes. Ce sont là, en fait, le principal motivation de vos actions. Et ça vous inspire au point même de vous lancer à écrire un livre que vous avez annoncé récemment avec le titre « Le Congo d'après entre l'action transformatrice et l'inanition autodestructrice dans un Congo sexagénaire post-coronavirus ». Quelles sont en fait les motivations du choix de cette thématique aussi importante, vitale pour la République démocratique du Congo dans ces contextes aussi précaires? Alors, tout est parti d'une réflexion. Vous savez, j'avais publié une tribune pendant la Covid-19, mais ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je ne l'ai peut-être pas dit quand Mme Mimi Ngumba m'a posé la question de ma contribution dans le cadre de la gestion de la Covid, mais il y a une tribune, donc une contribution scientifique. Mais j'ai dit, au-delà de cette tribune, il fallait quand même écrire quelque chose. Je suis parti d'un constat, sur tous les plans. La panique que nous avons eue ici avec vous, vous savez, la commune de la Gombe a été confinée, il n'y avait pas de masques. L'Occident a fermé ses frontières. Vous savez, on n'a pas d'industrie de fabrication de masques ici. J'ai dit, mais tiens, sur le plan économique, le marché local était en paralysie. Vous savez, la ministre de l'économie avait pris un certain nombre de mesures. Mais j'ai dit, mais pourquoi on n'est pas contribué? Parce que, vous savez, c'est pas la seule publication qui a eu lieu autour de la gestion de la Covid. Mais j'ai dit, je vais encore une fois comme le petit colibri. Donc, vous avez meublé votre temps. Oui, j'ai écrit cet essai qui a 8 chapitres, dont le premier porte sur la problématique de la santé publique, pour moi, qui est extrêmement importante parce que, vous savez, je vous donne un cas pratique. Dans tous les grands Équateurs, parce que on me qualifie d'être trop sectoriel, mais c'est les seuls espaces que je connais que je peux en parler. Il n'y a pas un hôpital viable. Ça veut dire que quand vous souffrez de la prostate, de tout ce qui est médecine spécialisée, qu'on vous prenne en charge dans les grands Équateurs. Vous êtes obligé de venir à Kinshasa. Les systèmes de dialyse, il n'y en a pas. Vous savez, pour nettoyer les sangs. Si vous êtes atteint du cancer, ça n'existe pas. Mais c'est pas normal en plein 21e siècle. Alors, j'ai dit, je vais contribuer comme plusieurs chercheurs, comme plusieurs scientifiques, toujours comme les colibris. J'apporte ma petite contribution, cette fois-là, pas comme philanthrope, mais comme scientifique, dans la grande réflexion du Congo d'après la Covid. Et les aspects qui m'intéressent le plus dans votre essai, puisque nous en avons discuté de vive voix avec vous lorsque vous étiez en train de l'écrire, vous préconisez la réinvention de l'économie nationale plutôt qu'une simple relance. Comment y parvenir? Alors, il faut être réaliste et factuel. Relancer l'économie, nous n'allons pas partir des politiques de lazarisation de 73. Ça ne marche pas. Vous savez, quand le président Mobutu à l'époque avait demandé à tous les étrangers de partir, rien que cette politique économique ne marche plus aujourd'hui. C'est dépassé. Dépassé. Donc, si vous voulez relancer, il faut partir de ces bases-là des organisations pour refaire l'économie. Ça ne marche pas. Il faut réinventer un nouveau modèle aujourd'hui, dans le 21e siècle. Donc, j'essaie d'être réaliste et factuel. Parce que le Congo d'aujourd'hui, sur le plan économique, c'est tout un modèle qu'il faut réinventer, où il n'y a pas un marché local qui existe, où le secteur informel n'est pas pris en compte. Vous savez, le secteur informel, c'est un secteur qui prend en compte à peu près 70%. Absolument, absolument. Les systèmes financiers dans notre pays, vous savez, l'accès au crédit, pose un sérieux problème dans le pays. Les taux d'intérêt, il est à 12-14%. 21%, 25% même. Il faut quand vous additionnez tout, voilà. Alors, je pense qu'il faut réinventer carrément le système économique de notre pays parce que le système ancien a montré ses limites. Il faut penser à autre chose.
Et c'est tout un chapitre où je parle de la réinvention de l'économie congolaise. Dans les Congos d'après, je vous annonce, il est sorti déjà dans l'édition de l'Harmattan et la semaine prochaine, on va faire la cérémonie de vernissage. Alors, il y a aussi un autre aspect important dont vous faites allusion, c'est la restauration absolue. Je précise bien absolue de la bonne gouvernance. Ça, c'est vrai que vous avez lu l'ouvrage quand même. Justement, puisque on en a parlé avec vous, la restauration absolue de la bonne gouvernance, ça passe par quoi essentiellement? Les mesures que vous avez préconisées pour que le Congolais, pour que la classe politique, pour que les gouvernants aujourd'hui, à tous les échelons du pays, puissent s'en approprier et voir comment est-ce qu'on peut changer. Alors, les finances publiques, c'est un tableau qui est simple. Vous avez d'une part les recettes et d'autre part les dépenses. Ça doit passer par comment on doit mobiliser les recettes publiques. Évidemment, il y a les recettes fiscales, les recettes non fiscales, qu'on appelle la parafiscalité, mais ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut aller ailleurs. Et dans l'ouvrage, j'ai proposé une agence stratégique qui va accompagner l'État, parce que vous savez, tous les États du monde s'endettent. Hein? S'endetter, c'est pas un secret. Mais pour s'endetter, vous devez inspirer confiance. Est-ce que notre pays aujourd'hui peut aller dans les milieux boursiers pour mobiliser les fonds ou pas? Et je préconise toute une agence qui va regorger des anciens banquiers, des anciens traders. On en a des Congolais extrêmement compétents qui maîtrisent les marchés financiers internationaux, pour que l'État congolais, en dehors de l'impôt et des taxes, des redevances, que l'État aille dans le milieu financier international pour lever des fonds. Mais, attention, il faut inspirer confiance. Ça, c'est au niveau des dépenses. C'est-à-dire, ces fonds que vous mobilisez, comment vous les dépensez? Il faut tout un système de gestion fiable. Il faut qu'il y ait vraiment une certaine sincérité dans la gestion des finances publiques, dans la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ça signifie accepter que vous soyez contrôlé. Vous savez, dans notre pays, ça pose un problème. L'IGF essaye de faire l'inspection générale des finances aujourd'hui. Tout le monde est surpris qu'on contrôle les... Mais non, attends, si vous manipulez les fonds publics, vous devez... Il faut absolument, c'est tout à fait naturel. Et c'est dans cette transparence, même vous, Eric, quand vous allez à la banque, on va vous demander, tout le monde, vos niveaux d'engagement et quelles sont vos dépenses pour qu'on voie votre capacité de remboursement. Si nous pouvons afficher ces tableaux de la transparence dans la gestion des finances publiques, ça va inspirer confiance. Et je parie que 5 milliards comme budget pour les Congo, c'est rien du tout. C'est peanut, comme on dit en anglais. Nous remercions Eric Tchikouma. C'est vrai que ce n'est pas simple de discuter dans un petit temps comme ça. Mais en tout cas, nous allons vraiment vers la fin de cette émission. Nous allons la terminer, monsieur le sénateur. Nous allons terminer avec deux petites questions pour terminer. Je sais que vous êtes aussi membre du club des parlementaires congolais pour le développement. De quoi s'agit-il? Alors, nous sommes partis d'un constat, cher Willy Kalengai. Majorité, opposition. Tous, on travaille pour qui et pour quelle finalité? Nous travaillons pour le bien-être de la population, pour le développement du pays. Alors, on a dit, on va se surpasser, peu importe nos clivages, mettons-nous ensemble pour réfléchir pour le développement du Congo. Et donc, c'est comme ça que vous allez trouver dans le CPCD, c'est comme ça qu'on appelle ça, KH, FCC, des indépendants, tous focus pour le développement. Ah oui, c'est le plus important parce que l'action publique sans le développement derrière, ça vaut rien. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Nous avions au début dit que c'était un temps pour évaluer. Nous avons posé les questions qui conviennent parce que vous les avez maîtrisées, vous avez de bonnes réponses. Alors, vous allez vous concentrer pour un message pour la population. Mais avant, répondez à ma petite question. Tous les jeunes qui vous ont suivi ce soir se posent la question comment il fait? Comment il fait? Comment il est en même temps sénateur, il est en même temps avocat, il est en même temps fondation, il est présent dans toutes ses actions avec efficacité. Mais la question serait en fait, comment vous gérez le temps? Le temps est la chose là qu'on ne peut pas stocker. Le temps, quand il parle, c'est fini. Vous, sénateur Luando, comment vous gérez le temps pour être efficace? Pensez à tous les jeunes dans ce soir qui nous suivent, qui ont leur bouquin, qui veulent dire, mais je voudrais être comme lui. Et la première des choses, c'est comment je gère mon temps. Voilà ce que vous allez donner à ces jeunes, et puis vous allez donner un message à la nation. Je vous en prie. Alors, l'Organisation mondiale de la santé chiffre à 60% la population jeune en Afrique. Oui. On est presque 60%. Aujourd'hui, les jeunes sont un peu perdus. Perdus en sens idéal, en sens de vision, en termes de modèle. Je ne prétends pas être un modèle pour la jeunesse parce que j'ai plein de défauts. C'est pas ça le plus important. Mais ces jeunes, ils ont besoin qu'ils soient encadrés, que leurs projets soient réalisés.
Comment je m'organise? J'ai toute une équipe derrière moi. Les Luando qu'on voit, je suis passé. Il y a toute une équipe, même si depuis que je me suis engagé dans cette action politique, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs que j'avais pas avant. Je les regrette pas. Je vous dis, le premier cheveu blanc a poussé sur ma tête depuis que je suis rentré en politique. Parce que le problème des jeunes, c'est tellement énorme. J'en reçois pas mal qui ont de bons projets, qui cherchent des financements, qui cherchent des repères. Je crois à une jeunesse responsable, une jeunesse qui protège le bien public, une jeunesse qui est bien éduquée, une jeunesse qui respecte les lois de la République, une jeunesse d'excellence. Pour les temps, comment vous faites? C'est une question d'organisation. J'ai une bonne équipe, je dois vous avouer que j'ai une très bonne équipe, des gens qui croient en moi, qui croient en ma vision. Et c'est pour moi l'occasion pour les remercier. Voilà. Tout le monde qui est autour de moi, qui m'accompagne, je leur suis infiniment reconnaissant parce que la population est bénéficiaire de leur accompagnement. Alors, vous regardez votre caméra, vous vous adressez à la population. Ce soir, vous avez tissé un lien. Ceux qui nous ont suivis ont certainement été touchés. Parce que en réalité, quand on fait don de soi, ce que les autres vous donnent, c'est eux-mêmes aussi. Ils vous ont donc suivi ce soir et ils voudraient recevoir de vous un message. Qui qu'il soit, où qu'il soit, ceux qui vous ont suivi ce soir ont besoin d'un message. Nous appelons ça une viatique, une nourriture avec laquelle ils vont clôturer cette émission. Vous avez 3-4 secondes pour en parler. Chers compatriotes, c'est pour la recherche de la gloire, je le ferai sans faire la politique. C'est pour chercher l'argent, comme avocat d'affaires, plus de 10 ans j'ai travaillé et ma famille ne le regrette pas. Mon action politique, c'est parce que je crois qu'il y a la misère dans ce pays. La pauvreté nous a envahis. Et ça sera irresponsable pour moi de ne pas m'engager dans cette action avec tant d'autres qui croient que le Congo mérite mieux que ça. Ouidal n'est qu'un instrument d'expression de quelqu'un qui croit à son pays. Je serai toujours là pour vous, comme sénateur, comme avocat, comme philanthrope, pour servir mon pays. Je ferai toujours ma part et personne ne me découragera. Peu importe les mauvaises campagnes, je serai toujours là pour vous, peuple congolais. Luando est à vous et il sera toujours là à vos côtés parce que votre souffrance, c'est ma souffrance. Merci, monsieur le sénateur. Merci à vous, amis téléspectateurs. Nous l'avons dit au début, il y a un temps pour tout, un temps pour agir, un temps pour évaluer, mais il y a un temps aussi pour apprécier. Nous apprécions donc ce message qui vous est lancé aujourd'hui et nous disons destin signalé, vie consacrée. Sénateur Luando, merci de votre participation. C'est un honneur. Merci aussi à vous qui nous avez suivis ce soir. Si vous avez aimé, nous sommes très heureux. Si vous n'avez pas aimé, nous apprendrons demain à nous corriger. Au revoir et à la prochaine.